Ok, les potes, les passionnés de 4x4 et tous les curieux, calmez-vous, ne vous approchez pas trop. Parce que juste derrière moi, un drame terrible et sans compromis est sur le point de se jouer. Imaginez la scène. Un rond-point parisien à l'heure de pointe. Le trafic est complètement dingue. Dans sa voiture, un père de famille, confiant, expérimenté. Il doit juste s'insérer rapidement dans le flux. Il repère le créneau parfait entre un semi-remorque et un bus. Son cerveau calcule le timing à la perfection. La tension est palpable. Il écrase la pédale de droite, s'attendant à bondir. Et rien. Le néant absolu. Son crossover ultra moderne et écolo à 50 000 € vient de plonger dans un coma philosophique profond. Son cerveau électronique essaie de se réveiller en panique pour comprendre qui il est dans cet univers. Attends de voir, on roule là, mais on roule avec quoi? La batterie? Ou il faut quand même démarrer ce moteur de tondeuse à gazon et salir la planète avec 2 grammes de CO2. Oh, et l'embrayage? Il est humide ou sec? Et quelle vitesse je dois passer? 1 seconde passe, 2 secondes, 3 secondes. Le créneau dans le trafic est refermé depuis longtemps. Dans sa vitre latérale, le pare-choc de l'énorme camion se rapproche inexorablement. Et notre conducteur, les yeux grands comme des soucoupes, hurle dans l'habitacle « Mais c'est pas possible un truc pareil !» Et voilà à peu près à quoi ressemble la conduite d'un Jeep Compass flambant neuf en 2026. Salut à tous, ici Zéro Gaz, plein de jazz. Et quel dommage qu'on ne puisse pas dire de gros mots dans les premières minutes d'une vidéo. Parce que ce qui se passe dans l'industrie automobile en ce moment, c'est physiquement douloureux d'en parler sans un arsenal de jurons. Les gars, les filles, j'ai encore du mal à croire ce que cette grande légende est devenue. La marque Jeep, ce n'est pas juste un bout de plastique sur un haillon. C'est une page entière de l'histoire. Pensez à la bonne vieille Willys de la Seconde Guerre mondiale. Ce truc en ferraille si léger que tu pouvais le sortir de la boue à main nue et le réparer avec un marteau rouillé au fond d'une tranchée. Et le légendaire Cherokee des années 80, cette brique indestructible avec son immortel 6 cylindres en ligne, en fonte, sous le capot. Ce moteur de 4 litres tenait facile 500 000 km sans la moindre réfection. Et il continuait de tourner rond, même avec de l'huile mélangée à de l'eau vaseuse dans le carter. Les ingénieurs de l'époque, c'étaient des vrais bons. Mais vous savez qui sont encore meilleurs? Bien sûr, c'est vous, mes chers abonnés. Surtout ceux qui apprécient la vraie mécanique et qui lâchent maintenant leur meilleur pouce bleu, celui qui sent bon l'essence à haut indice d'octane et l'huile moteur chaude, et qui s'abonnent à la chaîne s'ils ne l'ont pas encore fait. Il faut bien nourrir les algorithmes de YouTube. Après tout, ici, on analyse en profondeur l'industrie automobile et on décortique les tragédies de l'humanité comme la disparition des vrais moteurs. Revenons à notre histoire. À l'époque, c'était l'ADN de la liberté absolue. La philosophie de la marque était simple. Va où tu veux, fais ce que tu veux, et sois certain que cette bagnole te ramènera à la maison. Et maintenant, regardons ce Jeep Compass tout frais de 2026. Les publicitaires nous le vendent comme un ticket d'or pour le monde de l'aventure sauvage. Mais dès qu'on secoue la poudre de perlimpinpin marketing et qu'on ouvre la fiche technique, on a un œil qui se met à trembler. On comprend tout de suite que sous le masque du bûcheron viril se cache un barista parisien un peu précieux. Le genre de hipster qui tombe dans les pommes à la simple odeur de boue et qui a une peur panique de rayer son joli pare-choc en plastique sur un trottoir un peu haut. De l'ADN du baroudeur, il ne reste que les 7 fentes sur la calandre. Et un budget marketing totalement délirant. Sous le capot de l'hybride de base, on a un cœur vibrant d'1,5 litre. Et sur le plug-in haut de gamme, c'est encore plus ridicule. Un minuscule moteur d'1,3 litre. Sérieusement? 1,3 litre pour une caisse qui, avec ses batteries et ses gros câbles, pèse presque 2 tonnes. Pour être précis, la masse de l'hybride dépasse les 1900 kg. Ce pauvre petit paquet de jus s'épuise littéralement à essayer de bouger ce sarcophage de plomb. Le moteur gémit, hurle dans les tours et supplie qu'on l'achève à chaque feu rouge. La puissance massique est au niveau des pires citadines en plastique du segment B. On a presque 12 kilos à traîner pour chaque cheval. Ce n'est plus un aventurier, c'est un gros hippopotame tout triste, au régime strict de batterie lithium-ion. Mais le drame, ce n'est même pas que ce Jeep écolo n'avance pas en ligne droite et se fait doubler par des gamins en trottinette électrique. La catastrophe, c'est comment il essaye d'avancer. Je vous présente le coupable. Une boîte robotisée à 7 rapports et double embrayage, avec un petit moteur électrique intégré. Les ingénieurs appellent ça fièrement ID-TT. On dirait une pièce hors de prix pour un rover martien. Mais en réalité, les conducteurs de toute l'Europe se plaignent d'un phénomène flippant. Sur les forums, on l'appelle déjà le lag de la mort. C'est exactement la situation du rond-point que je décrivais au début.
Quand vous avez besoin de démarrer vite ou de faire une manœuvre brusque, votre super boîte auto a besoin de temps. Beaucoup trop de temps. Vous vous souvenez comment on se plaignait du temps de réponse du turbo, le turbo-lag. Les ingénieurs ont passé des décennies à essayer de le combattre. Ils ont mis des compresseurs, des doubles turbos, des géométries variables, et ils n'ont jamais réussi à s'en débarrasser complètement. Mais soyons honnêtes, le bon vieux turbo-lag, c'était juste un peu énervant. La voiture était moins rapide que prévu pendant 1 seconde. Vous écrasiez l'accélérateur, il y avait une petite hésitation, le turbo se réveillait et vous partiez. Mais maintenant, avec ces systèmes hybrides complexes et ces boîtes robotisées gérées par un logiciel buggé jusqu'à la moelle, on a pire que n'importe quel turbolag. On a l'imprévisibilité totale. Vous n'avez plus aucun lien logique entre la pédale d'accélérateur et la réaction de la voiture. Voilà comment ça marche. D'abord, le cerveau électronique doit réveiller le moteur essence, qui s'est coupé 1 seconde avant pour économiser 3 gouttes de carburant. Ensuite, il doit péniblement synchroniser les régimes du petit moteur électrique et du moteur thermique. Puis, ce robot dépressif doit fermer l'embrayage humide et enfin enclencher le bon rapport. Tout ce processus bureaucratique et chiant prend jusqu'à 3 longues secondes. Pendant ce temps, il n'y a aucune accélération. Vous avez le pied au plancher, mais la voiture pique du nez, réfléchit au sens de la vie et cherche clairement à raccourcir la vôtre. Votre pédale de droite vit tout simplement dans une dimension parallèle. Et ça ne crée pas juste un petit inconfort dans les bouchons parisiens, ça crée un danger bien réel sur la route. Vous mettez pied au plancher pour éviter un face-à-face ou pour vous insérer avant un camion qui déboule, et là, la bagnole décide de méditer profondément sur le sens de son existence écologique. Cette réponse totalement imprévisible à l'accélérateur transforme la conduite en une mortelle roulette russe. Et pour cette partie de plaisir plus que douteuse, le concessionnaire vous réclame plus de 40 000 €. La grande marque américaine s'est définitivement changée en un tas de plastique obèse et dépendant de son logiciel. Elle ne veut plus conquérir les canyons rocheux ou patauger joyeusement dans la boue en forêt. Non, elle veut juste rester sagement sur le parking d'un Leclerc, siroter lentement son électricité et télécharger ses dernières mises à jour. Et si par hasard vous pensez qu'on a déjà touché le fond, vous vous trompez lourdement. Parce qu'en dehors du bitume bien lisse, ce SUV des villes est attendu par une honte monumentale et ineffaçable. Je vous vois venir dans les commentaires, certains vont m'écrire « Hey, arrête de râler, on parle d'un hybride rechargeable haut de gamme, il a 240 chevaux. Il a une transmission intégrale et il arbore fièrement le badge Trail Rated sur l'aile, ce qui veut dire qu'il a été testé et approuvé pour le tout-terrain le plus sauvage. » Sérieusement les amis, imaginons juste une situation bien réelle. Vous êtes quelqu'un qui a réussi. Vous êtes allé en concession et vous avez acheté ce Jeep suréquipé à 50 000 €. L'hiver arrive. Vous décidez de vous garer dans une congère non déneigée sur le parking du supermarché. Avec un air plein de suffisance, vous écrasez l'accélérateur. Les roues avant commencent à patiner joyeusement sur la glace et à brasser la neige. Et les roues arrière, elles, restent silencieuses. Elles ne font absolument rien. Vous demandez pourquoi ? Eh bien parce que pour gratter 3 grammes de carburant et quelques kilos, les ingénieurs de Stellantis ont tout simplement viré l'arbre de transmission. Oui, vous avez bien entendu. Dans ce baroudeur à 4 roues motrices tant vanté, il n'y a aucune liaison mécanique entre l'essieu avant et l'essieu arrière. C'est ce qu'on appelle une transmission intégrale virtuelle. L'essieu avant est entraîné par votre pauvre moteur de tondeuse d'1,3 litre. Et sur l'essieu arrière, on trouve un unique moteur électrique de 60 chevaux à peine, et ils ne sont reliés par aucun bout de ferraille, seulement par des câbles et un code informatique complexe. Et c'est là que la vraie comédie commence. En hiver, la batterie haute tension gèle et se décharge plus vite que la batterie de votre vieil iPhone par moins 5 degrés. Dès que l'indicateur de charge tombe à 0, votre essieu arrière se transforme en citrouille. Bien sûr, les magiciens du marketing vous chanteront de belles histoires sur un système intelligent. Ils vous diront que le moteur thermique fonctionnera comme un générateur pour envoyer du courant aux roues arrière. Mais on ne peut pas tromper la physique. En pratique, dans la neige épaisse, ce générateur à essence manque cruellement de puissance. Votre moteur électrique arrière s'époumonne, gémit et finit par surchauffer en toute tranquillité au bout de 10 minutes de ce traitement. Un message d'erreur s'allume alors joyeusement sur le tableau de bord, vous informant que la transmission intégrale n'est plus disponible. 1 minute les gars. Dans un vrai Jeep, la transmission intégrale ne peut être indisponible que dans un seul et unique cas. C'est quand votre essieu arrière a été arraché avec fracas, après un saut de 3 mètres depuis une falaise directement sur le lit d'un canyon asséché.
Et là, ce petit chose délicat est juste fatigué d'avoir brassé un peu de neige près du supermarché. Bingo! Votre Jeep de 2 tonnes, brutal et agressif, est officiellement devenu un hatchback traction avant un peu joufflu. Et vous voilà, assis dans votre congère. Vous serrez votre volant à 50 000 €. Une odeur d'embrayage brûlé monte du capot. Et à ce moment précis, passant à côté de vous en sifflotant, une mémé italienne dans sa Fiat Panda Cross. Ou un papy moustachu dans son Dacia Duster roumain. Et ils vous regardent à travers leurs vitres avec une pitié absolument sincère. Parce que cette minuscule et ridicule Panda à 17 000 €, elle a un vrai arbre de transmission physique. Elle a un vrai coupleur en métal. Cette petite Italienne pèse à peine plus de 1000 kilos. Elle n'a pas besoin de charger un système d'exploitation pour faire tourner ses roues arrière. Elle n'a pas de moteur électrique complexe qui peut surchauffer et se couper à la vue d'une flaque de boue. La petite Panda flotte simplement sur les congères comme une légère boulette de viande italienne. Et le Duster Low Cost, avec sa garde au sol de 210 mm, passe tranquillement là où l'accès est à jamais interdit à votre Jeep Premium. Pendant ce temps, votre lourd compas de plomb s'enterre instantanément sous son propre poids. À cause de ses lourdes batteries, il se pose sur le ventre et se met à biper hystériquement avec ses radars de recul, suppliant de lui trouver la prise la plus proche. Vous mesurez l'ampleur de cette honte. Vous avez payé une fortune pour une marque américaine de légende. Et en réalité, vos capacités en tout terrain se font humilier par les voitures les moins chères du marché européen. Quel est le sens de tout ça? Où est la logique? Vous achetez un tout-terrain qui a une peur panique de quitter l'asphalte. C'est comme prendre un abonnement hors de prix dans une salle de sport de luxe juste pour rester assis à la cafétéria à manger des éclairs. Vous avez l'air cher, mais vous ne remplissez pas votre fonction principale. Et vous savez ce qui est le plus blessant dans cette histoire? Les créateurs de cette voiture savent parfaitement comment faire de vrais, d'honnêtes automobiles. Ils ont juste décidé de ne pas nous les vendre. Allez, téléportons-nous une seconde dans un univers parallèle, là où on ne boit pas de latte au lait de soja et où on ne s'évanouit pas à l'odeur de l'essence. Bienvenue en Amérique. Si, là, maintenant, en 2024, on ouvre la fiche technique du Jeep Compass pour le marché américain, on va avoir tellement les boules que même un siège en amiante ne suffira pas. Parce que là-bas, de l'autre côté de l'océan, c'est une voiture complètement différente qui est vendue sous le même nom. On ne propose pas aux Américains des hybrides ridicules. On n'essaie pas de leur refourguer un berlingot d'essence avec une batterie de cigarettes électronique géante. Aux États-Unis, ce Jeep est équipé d'un gros moteur turbo-essence de 2 litres. Il développe 200 vrais chevaux et 300 Nm de couple. Et vous savez ce qui transmet cette puissance aux roues? Pas une boîte robotisée qui hésite pendant 3 secondes à chaque carrefour. Non, là-bas, il y a une bonne vieille boîte automatique classique et fiable à 8 rapports. Mais le plus grand miracle se cache sous le châssis. Le Compass américain a un arbre de transmission. Un vrai, un gros, un bout de métal qui tourne et qui envoie la sauce à l'arrière. Il y a un vrai coupleur. Il y a une suspension normale en acier. Du McPherson à l'avant, du multibras à l'arrière, des freins à disque aux 4 coins. C'est une plateforme simple, mécanique et prévisible. Et comment ça roule? Les propriétaires des États enneigés comme le Minnesota sont aux anges. En mode neige, l'électronique américaine n'attend pas que vous soyez ensablé jusqu'aux vitres. Elle verrouille le coupleur de manière préventive et la bagnole fonce dans les congères comme un jeune rhinocéros enragé. Le Jeep américain passe sans problème le test du croisement de pont. Quand 2 roues sont en l'air, les freins les bloquent instantanément et le couple est transféré là où il y a de l'adhérence. Et ce processus se déroule de manière rapide, brutale et incroyablement efficace. Et surtout, il n'y a pas de moteur électrique qui peut soudainement surchauffer. Vous pouvez patiner dans la gadoue pendant une demi-heure. Vous pouvez ramper lentement et sûrement sur les rochers en contrôlant totalement la motricité à basse vitesse. La voiture ne vous coupera pas l'essieu arrière simplement parce que sa batterie est vide ou que son onduleur a surchauffé. Quand vous appuyez sur l'accélérateur dans le Compass américain, l'essence explose dans les cylindres. Le couple se propage le long du gros arbre en acier jusqu'aux roues arrière, la boue gicle de partout et vous sortez de n'importe quel fossé dans un rugissement. Vous vous sentez comme le roi du monde. C'est ça, la véritable aventure que nous promettaient les marketeurs européens et qu'ils ont oublié de mettre dans les versions pour chez nous. Et dans l'hybride européen, vous appuyez sur l'accélérateur et la voiture envoie une requête au serveur pour savoir si vous n'avez pas dépassé votre quota de CO2 pour la seconde en cours. C'est tout simplement ridicule. C'est un crachat au visage des fans de la marque. C'est une moquerie cruelle envers la grande histoire de Jeep et envers le simple bon sens. Bien sûr, je ne vais pas idéaliser cette voiture. On est là pour être totalement objectif.
Même en Amérique, le compas est loin d'être parfait. Dans l'habitacle à 40 ou 45 000 $, vous trouverez des plastiques durs et sonores. Sur les forums, les propriétaires blaguent en disant qu'ils sont faits à partir de barquettes de kebab recyclées. Au ralenti, le volant vibre parfois comme si un vieux générateur diesel tournait sous le capot. La suspension est un peu raide et sur les routes défoncées, elle vous secouera comme un prunier. Oui, ce n'est pas le monstre de tout-terrain ultime comme un vieux Land Cruiser avec un énorme moteur de 5 litres. Mais comme voiture pour ceux qui ont besoin de quitter l'asphalte pour un pique-nique au bord d'une rivière, c'est une excellente solution clé en main. Il résout tous les problèmes de base du tout-terrain léger. Et il ne vous donne pas cette peur panique qu'une roue dans une flaque d'argile vous obligera à marcher 20 km à la recherche d'un tracteur. Mécaniquement et techniquement, le compas américain est une automobile avec un grand A. Il obéit à son conducteur, il se soumet aux lois implacables de la physique. Et il fait exactement ce que vous lui demandez. Et maintenant, revenons à notre dure réalité. La même usine, la même marque, la même voiture. Mais pour une raison quelconque, les Américains obtiennent une construction en ferraille, normale, à 4 roues motrices. Et aux Européens, pour le même prix, et même plus cher, on refourgue une tablette sur roue, castrée et buggée. Une tablette qui se fait passer pour un baroudeur, mais qui tombe dans les pommes à la vue de l'herbe mouillée. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde ? Qui a forcé les ingénieurs à créer ce Frankenstein écologique pour l'Europe? Et c'est là qu'on arrive au plus intéressant, à la réponse à la question « Pourquoi nos voitures se transforment à toute vitesse en citrouille ?» Je suis sûr que la moitié d'entre vous a déjà les doigts qui démangent sur le clavier pour lâcher un com rageur. Genre, les ingénieurs de ce groupe sont des bras cassés, ils ne savent plus faire de bagnole. Alors, stop, on freine tout, on baisse les fourches. Les ingénieurs, on n'y touche pas. Ce sont des otages. De véritables martyrs enchaînés à leurs ordis dans les sous-sols de Turin. Vous croyez qu'ils ne rêvent pas de coller un bon vieux 2 litres turbo dans le compas européen ou un vrai arbre de transmission? Mais bien sûr que si. La nuit, ils pleurent dans leur oreiller en repensant aux blocs en fonte et aux boîtes de transfert mécanique. Mais regardons qui se cache vraiment derrière ce cauchemar. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter le mal incarné de l'industrie automobile moderne. Faites connaissance avec le technocrate de Bruxelles. Ce type, dans son costard hors de prix en algues recyclées, est assis dans un bureau lointain à Bruxelles. Il a une coiffure parfaite. Il se déplace sur la banquette arrière d'une classe S avec chauffeur. Et, très probablement, il ne sait même pas ce que c'est qu'un talon-pointe. Il ne met jamais les pieds dans un atelier. Il n'a aucune idée de la différence entre un vilebrequin et un arbre à cames. Pour lui, une bagnole, ce n'est pas un chef-d'œuvre d'ingénierie. Ce n'est ni la passion, ni la liberté. C'est juste une case chiante dans un tableau Excel. Et voilà que ce fonctionnaire bruxellois ouvre son tableau et pond une directive bien sévère. Des normes écologiques Euro 7 ultra strictes et des amendes colossales sur les émissions moyennes de la gamme. Le constructeur doit payer 95 € d'amende pour chaque gramme de CO2 en trop sur chaque voiture vendue. Les grands pontes de Stellantis regardent cette directive et une sueur froide perle sur leur front. Ils multiplient frénétiquement ces quelques grammes par des millions de voitures produites et comprennent une chose terrible. S'ils ne respectent pas les limites imposées, Bruxelles va leur envoyer une facture si salée que le montant final ressemblera au budget d'un petit pays africain. Le gigantesque groupe mondial se retrouvera littéralement à poil. Et c'est là que ces directeurs aux cheveux gris débarquent dans le bureau des ingénieurs en hurlant. Bon les gars, notre nouvelle caisse doit peser 2 tonnes parce que le marketing veut 5 étoiles au crash test et le massage de la prostate dans les sièges. Mais en même temps, les registres à l'échappement doivent être ceux d'une souris asthmatique. Démerdez-vous, mais si on ne rentre pas dans les clous, on va tous finir livreurs chez Uber Eats. Et que reste-t-il à faire aux ingénieurs? Ils doivent simplement survivre. Ces pauvres techniciens se mettent alors à pratiquer une sorte de magie noire technologique, à la frontière des lois de la physique quantique et de la sorcellerie automobile la plus pure. Ils prennent un minuscule moteur essence d'1,3 litre. Ils lui greffent un turbo. Ils fourrent un moteur électrique directement dans la boîte de vitesse. Ils écrivent des millions de lignes de code informatique complexes. Des millions de lignes merde. Et tout ça uniquement pour que ce montage schizophrénique d'essence, de batterie et d'engrenage arrive à peu près à avancer. Ils inventent de zéro une fonction de transmission intégrale virtuelle. Ils tirent du générateur à essence avant des courants tellement dingues pour l'essieu arrière que même Nikola Tesla en aurait les cheveux dressés sur la tête. Les pauvres ingénieurs extraient chaque goutte d'énergie de ce petit moteur bourdonnant, chaque misérable joule.
Juste pour que, lors d'une accélération franche en sortie de rond-point, vous ayez ces quelques chevaux salvateurs pour ne pas vous faire aplatir par le camion d'en face. Ils font absolument tout ce qui est physiquement possible dans notre univers en 3 dimensions et tentent, à bout de force, de déjouer la dictature écologique impitoyable de Bruxelles. Et vous savez ce qui est le plus drôle et en même temps le plus navrant dans cette histoire. Il suffit de regarder de l'autre côté de l'Atlantique. Parce que les longs bras des éco-commissaires de Bruxelles n'atteignent pas encore l'Amérique. Et là-bas, aux États-Unis, l'écologie ne s'effondre pas bizarrement dans un trou noir. La planète ne part pas en fumée parce que les gens roulent simplement dans des bagnoles normales. Là-bas, personne n'oblige les conducteurs américains à s'insérer sur l'autoroute avec des tondeuses à gazon 3 cylindres anémiques. Vous saisissez cette différence colossale. Le matériel, le savoir-faire, tout ça existe encore. Les ingénieurs savent toujours construire d'excellentes voitures. Mais l'Europe s'est volontairement enfermée dans un carcan cruel. Un carcan où le simple bon sens d'ingénieur est officiellement déclaré hors la loi. Et vous pourriez légitimement me demander « Bon, et maintenant, on fait quoi avec tout ça ?» On reste assis et on subit. On baisse les bras et on achète sagement ces savonnettes en plastique sous-motorisé à des prix délirants, en finançant joyeusement les tableaux Excel de Bruxelles. Eh bien non, les amis. Parce que, en ce moment même, sous nos yeux, se déroule le plus grand acte de vengeance de l'histoire automobile. Et là, vous allez me dire, mais attendez, si tout va bien en Amérique, pourquoi les géants européens de l'automobile se sont-ils laissés faire ? Pourquoi n'ont-ils pas lutté et défendu leurs intérêts ? Eh bien parce que, mes amis, les grands patrons dans leur tour de verre ont fini par croire à leur propre conte de fées d'entreprise. Ils ont regardé par la fenêtre. Ils ont vu 2 ou 3 militants écolos se coller le cul au bitume avec de la super glue. Ils ont lu les réseaux sociaux et ont décidé que toute l'Europe était soudainement devenue complètement verte. Alors, ils ont décidé de jouer leur va-tout. Vous vous souvenez quand, il y a quelques années, Mercedes-Benz annonçait en fanfare son passage au tout électrique. Il promettait de ne vendre que des véhicules électriques d'ici 2030. Il criait sur tous les toits que le moteur à combustion était le passé. Les Allemands ont balancé des milliards d'euros dans une nouvelle plateforme et ont sorti leur vaisseau amiral. Le QS, une brique vendue à plus de 150 000 €. Et les mecs de chez Porsche, en voyant ça, ont décidé de ne pas être en reste. Ils ont pris leur icône et ont sorti des flopées de Taycan électriques. Et puis, ils ont carrément commis un seppuku commercial. Ils ont tout simplement buté le Macan thermique pour l'Europe pour forcer les gens à acheter la nouvelle version électrique. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite. Le choc frontal entre les fantasmes humides des comités de direction et la réalité du terrain. On a découvert un tout petit détail. Pour qu'une voiture rapporte de l'argent, il faut bien que quelqu'un l'achète. Et les gens avec du vrai pognon ont regardé ce suppositoire électrique de luxe et ils se sont juste tapé le front. Personne n'a voulu acheter ce gadget géant sur roue qui perd la moitié de sa valeur en sortant de la concession. Les clients fortunés ont exigé le retour de leur bonne vieille classe S essence. Ils voulèrent le classe G qui gronde et la 911 classique. Il s'est avéré que même comme jouet de luxe pour riches, la voiture électrique ne servait à rien. Les concessionnaires Mercedes pleurent aujourd'hui des larmes de sang. Leurs parkings sont pleins à craquer de ces invendus électriques. Et les ventes du Taycan se sont effondrées au fond du trou cette année. Mais la claque la plus monumentale, la plus humiliante, elle a été donnée en plein visage de la division sportive, chez AMG. Les ingénieurs, dont les énormes moteurs V8 ont toujours sonné comme le tonnerre, ont pris leur berline culte, la C63. Et ils ont tout simplement viré le légendaire moteur V8. Qu'est-ce qu'ils ont mis à la place ? Un vulgaire 4 cylindres de 2 litres. Oui, ils lui ont greffé un turbo énorme. Ils ont ajouté un tas de batteries lourdes comme un âne mort et collé un moteur électrique sur l'essieu arrière. Ils ont fièrement annoncé à la presse qu'ils avaient obtenu 680 chevaux sur le papier. Ils menaçaient d'atomiser toute la concurrence. Et quel a été le résultat ? Ce tabouret hybride innovant pèse plus de 2 tonnes. C'est plus lourd qu'un vieux 4x4 à châssis séparé. Niveau sonorité, ce n'est pas un rugissement de prédateur. Ça vrombit comme un mixeur de cuisine bon marché dans lequel on aurait balancé une poignée de vis rouillées. Et ces fameux chevaux ne sont disponibles que lorsque la batterie est complètement chargée. Il suffit de faire quelques tours de piste ou de taper une bonne bourre sur l'autoroute allemande pour que la charge tombe à 0. Vous vous retrouvez alors seul avec un moteur de 2 litres anémique, à traîner des centaines de kilos de poids mort. À ce moment-là, un lycéen avec sa Golf reprogrammée peut vous déposer sur place.
Vous savez ce qu'ont fait les acheteurs? Ils ont tout simplement fait demi-tour en masse pour aller chez les concessionnaires BMW. Ils se sont rués sur la M3 avec son 6 cylindres en ligne, un vrai moteur, honnête et thermique. Les ventes de la nouvelle Mercedes hybride ont été un fiasco total. Et c'est là que le miracle s'est produit. La haute direction de Mercedes monte sur scène. Ils rajustent nerveusement leur cravate, essuient une sueur froide et annoncent d'une voix tremblante qu'ils se sont un peu trompés. Ils disent que leurs clients veulent toujours conduire des moteurs V8. Ils promettent de produire des voitures à essence aussi longtemps que le marché le demandera. Le plan de passage au tout électrique d'ici 2030 a été piteusement jeté à la poubelle. Vous pensez que Mercedes est la seule marque à s'être réveillée en sueur? Détrompez-vous. Fatigués d'encaisser des pertes colossales, les constructeurs européens ont commencé à envoyer des lettres de supplication collective à Bruxelles. Ils imploraient les fonctionnaires d'arrêter cette folie. Sinon, l'industrie automobile européenne se transformerait en une simple filiale d'assemblage de batteries chinoises. Mais ceux qui ont brillé le plus fort dans cette histoire, ce sont les gars de chez Lamborghini, en Italie. Imaginez la scène. Des pontes du Parlement européen sont assis, agitant leurs tableurs Excel et exigeant que tout le monde passe immédiatement aux voitures à piles. Et là, Stefan Winkelmann se lève. Il regarde ces ingénieurs de génie qui ont passé leur vie à assembler de véritables chefs-d'œuvre automobiles. Ces moteurs V8, V10 et V12, incroyables, hurlants, primitifs. Le patron prend ce mémo écolo et le balance sur la table. Il leur balance en pleine face qu'il ne signera pas cette mascarade électrique. Il refuse de mettre en faillite son entreprise légendaire pour leurs objectifs écologiques bidons. Et il n'enverra catégoriquement pas ses ingénieurs géniaux devenir livreurs de pizza. Il ne permettra pas que les meilleurs motoristes de la planète soient licenciés simplement parce qu'un type dans un bureau a décidé de faire passer tout le monde à des bagnoles électriques sans âme. Lamborghini annonce officiellement qu'elle reste fidèle à ses monstres thermiques et que le passage au tout électrique est irresponsable envers ses clients et ses employés. Vous comprenez à quel point c'est épique? Pendant que certaines boîtes castraient docilement leurs bagnoles et mettaient des moteurs de tondeuse dans des SUV de 2 tonnes, d'autres ont simplement refusé de participer à ce cirque. Et le marché réel leur a donné entièrement raison. C'est notre portefeuille qui a parlé et qui a montré clairement que les gens veulent de vraies émotions. Les gens veulent une mécanique honnête. Les gens veulent entendre un son d'échappement qui donne la chair de poule, pas le sifflement pathétique d'un onduleur en surchauffe. Et où en sommes-nous en 2026? La logique commerciale des années 2010 était dure, mais au moins elle était honnête et sensée. Donne au client un bon moteur. Fais un intérieur confortable. La logique d'entreprise d'aujourd'hui, c'est l'absence totale et absolue de bon sens. Les managers efficaces croient sincèrement que nous sommes des pigeons. Ils pensent que s'ils fourrent une batterie d'ordinateur portable dans un gros SUV, qu'ils virent l'arbre de transmission et collent une petite feuille verte sur le coffre, nous allons docilement sortir nos portefeuilles. L'industrie automobile en Europe va à toute vitesse vers la castration du confort et de la fiabilité. En échange, vous obtenez une augmentation cachée du coût de possession. Vous subissez une décote vertigineuse à cause de la dégradation inévitable des batteries. Vous supportez un software qui bug et une incapacité totale à prévoir le comportement de la voiture sur un rond-point humide. Mais les exemples frappants de Mercedes, Porsche et la révolte féroce de Lamborghini nous prouvent une chose essentielle. Nous ne sommes pas des victimes sans défense. Le marché, c'est nous. Notre argent est le seul langage que ces types importants en costume fait de fibres d'algues recyclées comprennent. Et si nous ne votons pas avec nos euros pour leurs ersatz, ils seront obligés de nous rendre de vraies voitures. Et tu sais quoi? Merci à toi, mon cher spectateur, d'avoir consacré un temps précieux de ta vie à regarder cette vidéo. Merci d'avoir choisi d'écouter la dure vérité au lieu d'avaler les conneries marketing des brochures publicitaires glacées. C'est précisément votre soutien qui m'offre le luxe incroyable de rester totalement indépendant. Je ne suis pas à la solde des budgets publicitaires des constructeurs et je peux dire les choses comme elles sont. Je me fiche complètement si demain les mecs des relations presse de Stellantis ou du groupe Volkswagen me blacklistent de leur parc presse pour mes critiques acerbes. Je n'ai absolument pas peur de me retrouver sans leur voiture d'essai gratuite, car ma valeur principale, c'est l'honnêteté envers vous. Si mon analyse t'a plu, n'oublie pas de lâcher ton meilleur pouce bleu, un vrai, un bien gras, un qui sent l'octane. Abonne-toi à la chaîne. Et si tu veux soutenir directement mon équipe indépendante et la sortie de nouvelles analyses de fond, clique simplement sur le bouton Super Merci. Prenez soin de vos bonnes vieilles mécaniques en acier. Et souvenez-vous que le bon sens peut encore être défendu. C'était Zéro Gaz, plein de jazz.
À la prochaine et salut les potes.